Merci Vincent. Alors le vidéoprojecteur aussi, il n'est pas top. Alors je vais vous mettre dans le noir pour qu'on profite quand même des images avant tout. Donc merci à la SAP de m'accueillir. C'est un plaisir et un honneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais au niveau national, la SAP fait partie des grosses structures connues. Voilà. Donc j'ai changé le titre. C'était un titre assez prétentieux, je ne sais plus quoi, les plus beaux. Voilà. Donc j'ai mis quelque chose d'un peu plus modeste et puis qui illumine notre ciel, parce que je vais aussi reparler de 2-3 phénomènes diurnes, 2 ou 3. Donc voilà. Donc je me suis dit, c'est trop tard, vous n'allez pas me virer si je change le titre. Donc voilà. J'aime bien comme disait Vincent, regarder le ciel en amateur, comme vous, je pense. Et j'aime bien contempler, puis essayer de comprendre un peu. Alors voilà, donc je suis enseignant-chercheur à l'université en physique, mais l'astronomie, j'aime bien. Je ne suis pas astrophysicien, j'aime bien avoir un regard contemplatif. Et donc à ce titre, je collabore au magazine Ciel et Espace pour les rubriques d'observation. Et puis je fais des livres sur cette thématique, s'émerveiller et comprendre un peu avec Duno. Et puis j'aime bien faire des photos aussi, donc sauf copyright contraire, je ne dis pas à chaque photo, c'est des photos que j'ai faites moi. Voilà, alors je ne savais pas trop les plus beaux phénomènes, comment présenter ça. Je me suis dit qu'on allait partir des plus prévisibles, puis finir par les plus imprévisibles. Et les plus prévisibles, donc des phénomènes qu'on peut prévoir à l'échelle de millénaires, c'est les éclipses de lune et de soleil, dont je vais vous parler tout de suite. Vincent a commencé à vous mettre un peu l'eau à la bouche et je vais y revenir. Ça, c'était une photo argentique, on voit un peu le grain du film. Pour ceux qui se rappellent, c'était l'éclipse solaire de 1999. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, où vous étiez. Moi, j'étais sous trois couches de nuages successives. Donc, pour avoir ici la basse couronne, il fallait 1 seconde de pause. Voilà, mais c'est un souvenir, je pense, pour ceux qui l'ont vu, assez unique, et puis unique dans une vie, parce que la prochaine, elle est loin. Alors, on va commencer, donc c'est pour ça notamment que j'ai changé mon titre, par les éclipses de soleil, qui sont des phénomènes qui illuminent plutôt le jour. Hein, et comme a dit Vincent, on va avoir une éclipse partielle de soleil à la fin du mois. Et c'est un samedi en plein milieu de journée, donc ça sera un moment intéressant pour regarder ça, avec filtre obligatoirement, donc lunettes éclipse. Là, j'ai mis, ça c'est une simulation d'un logiciel planétarium qui est très bien, que je vous conseille, que vous utilisez sûrement, qui est Stellarium, qui est très joli et précis. Donc ça, j'ai mis pour Dijon, le 29 mars à midi. Alors évidemment, on voit l'ombre de la Lune, là, il n'y aura pas ce contraste-là dans le ciel, mais on verra un morceau de soleil mangé par la Lune. Et puis si vous suivez tout le déroulé de l'éclipse, vous voyez le soleil qui se fait manger progressivement, une petite partie grignotée, puis après, le morceau grignoté bouge et diminue et repart. Donc ça, ce qu'on voit, c'est intéressant, on voit le mouvement de la Lune, le mouvement propre de la Lune autour de la Terre. Et donc la Lune passe sur le Soleil comme ça. Donc même à l'œil nu, c'est un joli phénomène à travers un filtre. Et au télescope, on peut voir que le bord lunaire est pas net, il est dentelé un peu. Et ça, c'est assez amusant. Il n'y a pas besoin de grossir beaucoup. Alors il ne faut pas qu'il y ait trop de turbulences atmosphériques. Le jour, il y en a souvent beaucoup, mais si vous avez l'occasion de regarder dans un télescope, vous verrez ces aspérités, c'est les montagnes lunaires, c'est les reliefs des cratères qui montent à quelques milliers de mètres. Hein, c'est nos petites montagnes terrestres. Et donc, pendant une éclipse de soleil, on voit souvent que le bord de la Lune est pas lisse. On voit qu'il est plein d'aspérités. Et les montagnes du pôle sud, notamment, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose que je vous conseille
de regarder au télescope avec un filtre solaire si vous allez à la journée de la SAB à la fin du mois. Alors, ça n'a rien à voir avec les éclipses totales, hein, bien sûr. Ça c'est un vrai phénomène qui illumine le jour parce qu'il fait un peu nuit en plein jour. Et puis, il y a la couronne solaire qui étend ses draperies. C'est quelque chose de très, très beau, une éclipse totale de soleil, si vous en avez vu. Donc on voit la couronne solaire, hein, la haute atmosphère qui s'étend à plusieurs rayons autour du Soleil. Et puis là, on ne perçoit pas sur cette image, c'est une vieille image aussi, c'était une éclipse en 1998 en Guadeloupe. À l'œil, la dynamique de l'œil est meilleure, surtout que la pellicule argentique de l'époque, et on voit aussi les flammes autour du Soleil, donc la basse atmosphère, la chromosphère, on voit les flammes rouges. Donc ça, c'est un vrai spectacle. Et donc on peut commencer à penser à la prochaine, parce que c'est dans à peine plus d'un an, ça sera le 12 août 2026. Donc ça approche, et si vous voulez voir une éclipse de soleil, même si vous en avez déjà vu, c'est vraiment l'occasion d'en voir une. C'est au mois d'août, c'est pendant les vacances. Et c'est pas très loin, elle passe sur le nord de l'Espagne. Donc j'ai piqué sur Internet deux cartes vite fait comme ça. Donc vous voyez, elle va du nord de l'Espagne, de la côte atlantique, et puis sur la Méditerranée. Et le soleil est très bas. Alors je ne sais pas trop ce que c'est que ces lignes jaunes, là, mais là je pense que c'est le coucher pur et simple du soleil. Donc le soleil sera très bas sur l'horizon, il sera couchant. Donc pour les astrophotographes qui veulent la très haute définition sur les lignes de champ magnétique, tout ça, ça sera sûrement compliqué. Mais pour le spectacle, ça peut être super joli. Et notamment, ça peut être super joli de voir le soleil se coucher au-dessus de l'océan. Donc ça, il faudrait aller plutôt côté Atlantique. Mais voilà la carte d'ensoleillement de l'Espagne. Donc c'est là où il y a les pires statistiques météo. Donc débrouillez-vous avec ça pour aller où vous voulez. Moi, je me disais que j'irais peut-être à La Palma là, pour avoir et des bonnes statistiques et le soleil qui se couche au-dessus de la Méditerranée vers le nord-ouest. Mais alors, s'il ne fait pas beau sur La Palma, c'est foutu. Hein. On ne peut pas partir à la nage sur le continent. Donc, je ne sais pas trop. Voilà. Donc, un beau phénomène, donc l'éclipse partielle fin mars, pour se mettre un peu l'eau à la bouche. Et puis, une belle éclipse totale, une vraie éclipse totale, l'été dans un an. Alors, voilà, on passe au beau phénomène qui illumine les nuits, hein, comme le titre original le voulait. Donc, je reste dans les éclipses avec une éclipse de lune, une éclipse totale de lune. Alors, vous en avez, j'imagine, vu. Moi, en toute objectivité, je trouve ça aussi bien qu'une éclipse totale de soleil, parce qu'il y a des très belles couleurs. Hein, on peut voir sur la photo les très belles couleurs. Et puis, ça dure longtemps. Et une éclipse de soleil, ça dure quelques minutes. Donc, on a à peine le temps de s'immerger dans l'ambiance, que c'est déjà fini. Et puis, une éclipse totale de lune, c'est la nuit, il y a l'ambiance de la nuit. Ça dure, la phase de totalité, elle peut durer 1 heure. On a le temps d'apprécier, on a le temps de se poser. Et, voilà, si vous êtes d'un naturel un peu stressé comme moi, c'est plus apaisant une éclipse totale de lune, et c'est vraiment un beau spectacle. Donc ça, c'est vraiment chouette. Donc ça, cette photo-là que j'avais faite au-dessus du dôme des Invalides, donc ça montre le déroulé de l'éclipse. C'est ce qu'on appelle un chapelet. Hein, vous savez, sur la même photo, on regroupe les différentes poses successives. Et donc, on voit deux choses pendant une éclipse de lune. On voit, alors là, la lune descendait vers l'horizon. Ça, c'est la rotation de la Terre. Donc, on voit le mouvement de rotation de la Terre, mais ça, il n'y a pas besoin d'une éclipse pour le voir. Il suffit de regarder la lune se lever ou se coucher n'importe quand, de voir les étoiles bouger dans le ciel. Mais bon, voilà, cette photo rend compte du mouvement de rotation de la Terre. Et puis, comme pour l'éclipse partielle de soleil,
on voit le mouvement propre de la Lune. Et là, elle ne passe pas devant le Soleil, elle est à l'opposé. Elle passe dans l'ombre de la Terre. Donc la Lune, tout en haut, rentre dans l'ombre de la Terre de plus en plus, jusqu'à être complètement dans l'ombre de la Terre sur les photos du milieu. Comme je vous disais, c'est à la louche 1 heure pour rentrer, 1 heure de phase totale, et puis 1 heure pour sortir. Ça dépend où est située la Lune par rapport au centre de l'ombre de la Terre, mais c'est l'échelle de grandeur. Donc ça permet vraiment de voir un peu le ciel en mouvement, et ça, c'est un beau spectacle qui illumine les nuits. Alors la couleur rouge, hein, la Lune, elle est complètement dans l'ombre de la Terre. Donc si la Terre n'avait pas d'atmosphère, la Lune serait invisible. Et on voit la Lune rouge pendant une éclipse parce que la Terre a une atmosphère, et l'atmosphère, elle se comporte un peu comme un prisme, on va dire. Donc elle dévie les rayons lumineux du Soleil, elle les dévie, elle est courbe en fait, hein, c'est pas droit comme un prisme, elle est courbe vers l'intérieur de l'ombre de la Terre. D'accord, ça c'est la réfraction, c'est un phénomène optique. Et puis, comme dans un prisme, elle disperse un peu les couleurs, l'atmosphère aussi. Donc il y a le rouge qui est dévié, mais pas trop, le vert qui est un peu plus dévié. C'est pour ça qu'il y a des rayons verts des fois au coucher du soleil. Et puis le bleu qui est encore plus dévié, mais lui, il est diffusé par l'atmosphère, et c'est ce qui fait le bleu du ciel. Donc finalement, ce qui arrive jusqu'à la Lune, c'est surtout des rayons rouges qui ont traversé l'atmosphère terrestre en étant déviés, et donc le cône d'ombre terrestre est illuminé par cette lumière rouge. Donc ça, c'est vraiment joli. Et puis d'une éclipse à l'autre, cette couleur rouge, elle va varier. Des fois, c'est rouge sombre, des fois, c'est cuivré, rouge brique. Enfin, il y a plein de nuances possibles. Et puis il y a des classements de luminosité. Je sais pas, bon, vous connaissez sûrement l'échelle de Danjon, donc des éclipses très, très sombres ou très claires. Donc c'est un peu un phénomène, c'est prévu à des millénaires à l'avance si on veut, mais la couleur de l'éclipse, c'est pas si évident que ça peut varier d'une éclipse à l'autre, donc c'est assez amusant et intéressant. Alors, ça c'est la théorie. La pratique, dans 2 jours, c'est vendredi matin, dans 2 jours et 1 nuit, il y aura une éclipse totale de Lune, sauf que pour bien la voir, il faudra aller aux Antilles, en fait. Donc, bon courage. Voilà. Ça sera au coucher de la Lune. Il y a le haut, là, c'est toujours Stellarium. Hein, le trait noir, c'est l'horizon sans dessin dessus. Haut, c'est l'ouest. Donc vous voyez à Dijon, au moment où il y a un peu un compromis, vous voyez la Lune est à moitié grignotée. Vous voyez la taille de la Lune, c'est un demi-degré. Donc elle est 1 à 2 degrés au-dessus de l'horizon. Donc 1 à 2 degrés, c'est très très bas. Hein, c'est 2 doigts. Donc, et puis ça veut dire que vu qu'on est en configuration éclipse, en gros le Soleil il est symétrique à 180 degrés, ça veut dire que le Soleil il n'est pas loin de se lever de l'autre côté, donc le ciel sera lumineux. Donc ça sera, si on voit un bout de Lune partiellement éclipsé, ça sera pas mal. Ça sera pas mal. Voilà. Donc faites attention, les médias ils disent superbe éclipse totale de Lune vendredi matin, mais ils ne sont pas allés voir Stellarium. Mieux le 7 septembre. Le 7 septembre prochain, je n'ai pas regardé quel jour de la semaine ça tombe. En tout cas, là, il y a un E pour Est. Donc c'est bon signe, ça veut dire que c'est au lever de la Lune cette fois, donc il n'y a pas à se lever très tôt. Il suffit de regarder à la tombée de la nuit, et ça sera quand même plus favorable. C'est pas topissime. Là, je crois qu'il faut aller en Asie pour l'avoir vraiment bien, je pense. Mais vous voyez là, on peut mettre quand même pas mal de lunes entre l'horizon et la Lune éclipsée, et le ciel est plus sombre parce que le Soleil est plus bas. Donc, je crois qu'il y a 7 degrés là. J'ai mis une diapo qui correspond. Vous voyez sur le bord gauche de la Lune, c'est un peu plus lumineux. On est en fin
d'éclipse totale. Donc, le mieux qu'on puisse avoir pour avoir encore la phase totale et le ciel le plus sombre possible, c'est là, c'est quoi ça, 20h53, donc un peu avant 9h du soir. Mais après, le ciel va s'obscurcir et vous aurez toute la sortie, toute la sortie de l'ombre. Donc on verra l'ombre de la Terre se dégager. En fait, c'est la Lune qui avance encore une fois sur son orbite. Donc ça, c'est à marquer dans vos calendriers aussi, un beau phénomène le 7 septembre. Donc ça ressemblera à ça, plus ou moins. Ça, c'était une photo en juillet 2018. Au niveau hauteur à peu près de la Lune, vous voyez, ça correspond, ça c'était au-dessus de la Méditerranée. Il paraît qu'à Dijon, il n'y a pas la mer. Alors, ça ressemblera à ça, moins le paysage, mais pour la hauteur de la Lune, et ça pourra ressembler à quelque chose comme ça. Ça, c'est l'île d'Or qui est à côté de Saint-Raphaël, si vous connaissez. Il paraît que ça a inspiré Hergé pour l'île Noire de Tintin, mais c'est pas clair. Alors, un petit travail amusant, comment on calcule la distance Terre-Lune et la taille de la Lune avec tout ça. Donc j'attends et je ramasse les copies. On sait le faire depuis l'Antiquité, ça. Les Grecs, ils savaient le faire. On a vu en premier lieu les éclipses de soleil. Et donc vous savez qu'à la distance Terre-Lune, la Lune, elle projette limite son ombre sur la Terre. D'ailleurs, si elle est un peu trop loin sur son orbite, il y a des éclipses de soleil annulaires et pas totales. Donc, ça veut dire que à la distance Terre-Lune, l'ombre elle se rétrécit d'un diamètre lunaire. Donc, on met ça de l'autre côté et on dit de la même façon, l'ombre de la Terre, à la même distance Terre-Lune, elle se rétrécit aussi d'un diamètre lunaire. C'est le petit truc qui est dessiné en, je sais pas quoi, en clair là au-dessus. Et puis pendant une éclipse, on regarde combien de diamètre lunaire fait l'ombre de la Terre à cette distance, qui est donc conique, comme on le voit sur ce dessin. Et donc cette ombre conique, là j'ai superposé un peu les images pour retracer, vous voyez, ce cône d'ombre terrestre. Dans le cône d'ombre terrestre, c'est facile à voir, on voit la Lune bouger, on voit elle rentre, hop, elle passe dans le cône d'ombre, elle ressort, on voit le mouvement propre, on mesure, c'est 2,5 diamètres lunaires. Le cône d'ombre terrestre, il fait 2 diamètres lunaires et demi, et vu qu'il est rétréci d'1 diamètre lunaire, eh ben, ça veut dire que l'ombre de la Terre, elle fait 3,5 fois plus que la Lune si elle était cylindrique. Donc la Terre est 3,5 fois plus grande que la Lune. Donc voilà, vous voyez, avec les éclipses de Soleil, on sait de combien c'est réduit. Avec les éclipses de Lune, on sait combien de lunes on met dans le cône d'ombre. Et donc, on sait, avec les deux types d'éclipses, que la Lune est 3,5 fois plus petite que la Terre. Donc ça, les Grecs, ils ont compris ça et ils ont mesuré le diamètre de la Terre. Ça, c'était un peu plus sportif, mais donc typiquement, la Terre a à peu près 12 700 km de diamètre et donc la Lune à peu près 3 500 km de diamètre. Et sachant qu'elle fait 1,5 degré, les Grecs ont dit 1,5 degré et 3 500 km de diamètre, ça veut dire que ces distances-là, c'est à peu près 380 000 km. Voilà comment on peut mesurer avec les éclipses ces deux paramètres, taille de la Lune et distance. Donc il faudra le faire à la prochaine éclipse. Parce que ce n'est pas toujours 380 000, parce que l'orbite lunaire est elliptique, donc vous pourrez préciser la distance exacte de la Lune au moment de l'éclipse, si vous voulez embêter vos collègues. Alors, ça, c'était des phénomènes à quelques millénaires. On va passer à des phénomènes à plus courte, qui sont prévisibles, à plus courte échelle de temps. Des phénomènes prévisibles à quelques mois, je vais classer comme ça, je vais vous parler des comètes qui sont typiquement des beaux phénomènes qui illuminent nos nuits. À chaque fois, je mets un truc granuleux, nostalgique. Ça, c'est la comète Hyakutake qui était passée en 1996. Donc encore un peu plus vieux que l'éclipse de 99, qui était une des plus belles comètes pour ceux qui l'ont vue dans un ciel noir.
Elle n'était pas très très lumineuse, je crois qu'elle était magnitude 0, quelque chose comme ça, mais au moment du passage au plus près de la Terre, elle avait une queue de plasma vraiment très très grande, c'était 90-100 degrés, quelque chose comme ça. Donc moi j'étais dans les Pyrénées, dans une vallée avec un ciel très très noir, et c'était la moitié du ciel, quoi. C'était invraisemblable. Ça partait de la Grande Ourse et puis ça allait jusque, je sais plus, entre la Vierge et le Lion, une traînée blanchâtre comme ça, c'était incroyable. Voilà, alors bon, ça c'est un peu vieux. Les comètes, juste pour dire un mot, c'est des petits blocs, on appelle ça des blocs de neige sale, mais alors quand elles sont déjà frottées un peu au soleil, en fait, la glace, elle n'est plus trop en surface. Vous voyez cette photo par la sonde Rosetta en 2016, où on voit avec une précision incroyable la surface d'une comète. Vous voyez, c'est des blocs de roche très très sombres, c'est très très noir, c'est brûlé comme du charbon, je pense, hein, enfin, au niveau albédo. Et donc la glace, elle est plus en surface, elle est plutôt en dessous, et quand le bloc se rapproche du Soleil, ça fait une pression, la glace voilà, se sublime, et puis il y a des espèces de geysers de gaz qui sortent, et donc ça envoie des poussières et du gaz derrière le rocher en orbite autour du Soleil. Voilà, et c'est marrant, un rocher de quelques kilomètres, typiquement une comète c'est quelques kilomètres de diamètre, et ça peut laisser un panache comme ça visible sur des millions de kilomètres. Alors j'avais fait un calcul, je ne l'ai pas noté, mais typiquement c'est comme par rapport au diamètre d'un cheveu, si on avait un cheveu qui faisait 100 km de long, ou quelque chose comme ça, pour rapporter la taille du noyau à la longueur de la chevelure. Par ordre chronologique inversé, la dernière comète qui était visible, alors c'était en début d'année, hein, c'était la deuxième quinzaine de janvier, donc il n'y a pas très longtemps, sauf que, comme souvent au XXIe siècle pour les grandes comètes, c'était pour l'hémisphère sud. Nous, on l'a eu un tout petit peu, très difficilement, de jour, au moment où elle a brillé le plus, mais c'était vraiment très, très, très difficile. Donc, c'était la comète Atlas. Alors, je ne vais pas dans l'hémisphère sud photographier les comètes. Hein, je respecte mon bilan carbone. Alors, les comètes, on peut prévoir à quelques mois leur passage. Donc, je vous disais des phénomènes prévisibles à quelques mois. Cette comète-là, elle avait été découverte en avril 2024. Donc vous voyez, c'est typiquement l'échelle, c'est 9 mois. Elle a été découverte en avril 2024 et elle est passée près de la Terre en janvier 2025. Et donc prévisible à quelques mois, mais le comportement même de la comète, il est pratiquement imprévisible parce que c'était une comète qui ne devait pas trop faire parler d'elle. Et puis elle est passée près du Soleil, et en passant près du Soleil, ça arrive parfois, le bloc qui ne supporte pas la chaleur et la pression de radiation du Soleil, il se casse. Donc la comète, elle s'est désintégrée. Et donc, une fois qu'elle est ressortie de derrière le Soleil, une fois qu'elle est ressortie de derrière le Soleil, au lieu que sa luminosité chute, elle a augmenté. Et ça, les astronomes, ils ont tout de suite dit, c'est pas normal, elle s'éloigne du Soleil, et sa luminosité augmente, c'est pas normal. Et donc, elle est en train de se casser. Et donc ça, c'est une photo dans l'hémisphère sud, le 18 janvier, où la comète a... Alors j'ai noté des valeurs 4 degrés de long et magnitude -1, donc ce n'est pas si foufou que ça, mais je pense que voilà, ce photographe, si vous avez déjà entendu parler, c'est, je pense, l'un des deux meilleurs photographes de paysages nocturnes au monde. On ne dit jamais c'est le meilleur, parce qu'on ne sait jamais, mais voilà. Alors cette comète, période, maintenant qu'on l'a vu passer, 600 000 ans. Donc bon. Un peu plus en arrière, en octobre
en octobre 2024, donc il y a octobre, novembre, décembre, même pas 6 mois, il y a une autre comète Atlas. Alors Atlas, c'est, je ne sais plus, un télescope automatique de surveillance, je ne sais plus ce que c'est, LAST, Alert System, enfin les trucs pour les astéroïdes géocroiseurs. Elle a été découverte un peu plus longtemps en avance, elle a été découverte puis, enfin, elle est passée inaperçue sur les clichés de cet observatoire-là, elle a été découverte par ce télescope automatique, et puis est retrouvée sur des clichés de cet observatoire chinois où elle était passée inaperçue, donc elle porte les deux noms. Début 2023, donc elle a été découverte 1 an et 9 mois avant son passage, et elle, on l'a annoncée, à l'inverse de l'Atlas précédente, comme la comète du siècle. Donc elle, on l'attendait de pied ferme. On s'est dit, elle va casser la baraque, cette comète. Et bah, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, voilà. Donc, alors, quand elle est passée au plus près du Soleil, quand elle était au plus près du Soleil, alors évidemment, elle était à 3 degrés du Soleil, 2 doigts ou 3, je ne sais pas, mais pas 2 doigts. Donc évidemment, on ne peut pas la voir. Mais là, elle a atteint magnitude moins 4,9, donc elle était aussi brillante que Vénus. Donc on l'a vu, cette comète, si vous regardez un peu les images satellites, les images de saut, là, pour suivre un peu l'atmosphère du Soleil, c'est une énorme comète qui passait dans le champ du coronagraphe, c'était elle. Mais quand elle est ressortie, après, elle a vite faibli. Et donc on l'a vu un petit peu à l'œil nu début octobre, quelques soirs, là. Donc là, avec un copain, on est allé la photographier vite fait. Là, on la voyait un peu à l'œil nu, mais pas du tout comme le montre ce cliché-là. Alors, ce qui est marrant, c'est que la queue, elle se déploie un peu en éventail. Hein, et la comète, elle fait une courbe, donc elle projette des poussières comme ça, un peu comme un jet d'eau. Et puis, donc, du coup, l'éventail, après, s'il y a le Soleil là, et puis l'éventail là, bah, vous voyez, il y a une partie de l'éventail qui semble aller dans la direction du Soleil. C'est ce qu'on appelle l'antiqueux. Et on la voit, c'est le petit trait fin. Ça, c'était marrant, c'est pour ça qu'on l'a photographié ce soir-là. Alors, il y avait des cirrus, malheureusement, puis même ça s'est couvert très vite. Mais il y avait une antiqueux, et ça, c'est original, et ça ne dure pas longtemps, parce que l'éventail, il tourne, et en quelques jours, on perd l'antiqueux. Voilà. Donc ça, c'était une image difficile. C'est traité, je voulais féliciter Cyril Richard, qui n'est pas là, parce que c'est traité avec Cyril, justement, et il y a quand même un sacré logiciel. Et puis la dernière comète que je voulais vous montrer, ça remonte à l'été 2020. Alors elle, on la voyait bien à l'œil nu, c'était Neowise. Elle était très chouette parce que on voyait bien les deux queues, donc cette queue de poussière qui fait un peu l'éventail dont je vous parlais, et puis la queue de gaz, qui sont des éléments beaucoup plus légers que c'est des molécules, c'est infiniment plus léger que des particules de poussière. Et donc ça, c'est soufflé par le vent solaire, tout droit à l'opposé du Soleil. Et là, on avait les deux queues distinctes, et vous voyez sur les comètes qu'on a vues avant, c'est pas souvent qu'on a les deux queues distinctes comme ça. Et donc cette comète Neowise, c'était une petite Hale-Bopp pour les nostalgiques de 1997 qui ont vu la belle comète Hale-Bopp. Elle lui ressemblait un peu, pas tout à fait équivalente en taille, mais chouette quand même. Voilà. Alors, je vous parlais des phénomènes plus ou moins prévisibles. Et donc, à quand la prochaine comète? La prochaine belle comète, parce que des petites comètes, il y en a plein de ciel tout le temps. Hein, s'il faut regarder un tout petit truc tout flou dans un télescope grand comme ça, c'est pas très intéressant. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut garder espoir, parce que cette comète, elle a été découverte, donc elle est passée au périhélie été 2020, elle a été découverte fin mars 2020. Elle a été découverte moins de 3 mois avant son passage près de la Terre et du Soleil. Donc on est le 11 mars, donc on a encore tout le mois de mars pour avoir peut-être une Neowise qui brillera cet été dans le ciel. Vous voyez, les comètes, ça peut être court au niveau intervalle, et donc faut croiser les doigts, et la prochaine belle comète,
c'est pas parce que les éphémérides ne prévoient rien pour l'année 2025 qu'il n'y aura pas quelque chose en 2025. Et je ne dis pas qu'il y aura forcément, mais il y aura peut-être. Alors, avec les comètes, des jolis phénomènes qui illuminent les nuits, c'est les poussières de comètes, parce que la comète fait sa queue de poussière, et puis après, la Terre, même longtemps après, elle croise l'orbite de la comète, et puis les poussières, elles sont toujours là en orbite autour du Soleil. Et puis quand la Terre passe dans... Alors, c'est là que c'est intéressant des étoiles filantes, il y en a des sporadiques, hein, deux fois, hop, il y en a une très jolie n'importe quand, mais il y a ce qu'on appelle les essaims d'étoiles filantes, et les essaims d'étoiles filantes, c'est des dates bien particulières quand la Terre croise les orbites de certaines comètes. Donc je vous ai mis un tableau, je ne sais pas si c'est lisible, je vous redonnerai 2-3 dates. Et voilà. Et donc, quand la Terre tape une poussière, en fait, la poussière elle se consume dans l'atmosphère et brûle. Et ce qui fait de la lumière, c'est surtout l'atmosphère qui brille, c'est l'atmosphère qui s'ionise. Parce que voilà, la combustion, même une poussière, 1 centimètre, c'est déjà un gros débris, ça fait déjà un beau bolide très très lumineux dans le ciel. Et vous imaginez, vous mettez à 100 km de Dijon une braise d'1 centimètre, vous la faites briller, vous ne la voyez pas, d'accord ? Donc la brillance, la luminosité, c'est surtout le fait que la chaleur de la combustion ionise les molécules d'air vers 80 km d'altitude. Et donc ce qui brille, là, c'est surtout l'oxygène et l'azote qui s'ionisent. Voilà. Donc c'est prévisible, les essaims d'étoiles filantes, c'est un peu intermédiaire entre les comètes et les éclipses. C'est prévisible longtemps à l'avance, mais on ne sait jamais trop bien ce qui va se passer, parce que les particules, c'est des poussières, donc c'est totalement invisible, c'est en orbite autour du Soleil, ça peut bouger, donc il y a ce qu'on appelle des veines de poussière, et puis les astronomes, ils modélisent ça presque en temps réel, c'est-à-dire à force de passage de comètes périodiques, ils se disent, l'année prochaine, les Perséides, on va passer dans une veine de poussière qui correspond à l'essaim de 1903, je ne sais pas quoi. D'accord ? Donc on apprend, mais à chaque fois, on n'est pas à l'abri de surprises et les astronomes peuvent se tromper. Et puis quand c'est des comètes non périodiques, c'est encore pire. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que des fois, on n'est pas loin de croiser l'orbite de la comète au moment où la comète est là. Alors c'est super rare, mais il me semble que la comète de Halley en 1910, on est passé un peu dans la queue de la comète de Halley direct, quoi. C'était même pas... Donc il disait que ça allait être la fin du monde, qu'on allait mourir à cause... Il y a des gaz avec un peu de cyanure dedans, mais voilà. Les concentrations sont trop faibles et puis ça ne pénètre pas l'atmosphère terrestre. Alors, les essaims d'étoiles filantes, je vous ai mis un petit tableau avec des dates, mais je vais... le plus proche qui a de l'intérêt, c'est le 22 avril. Le 22 avril, c'est l'essaim d'étoiles filantes des Lyrides. Donc, vous savez, le nom, c'est de là où semblent jaillir les étoiles filantes, c'est là où est le radiant. Donc, la lyre au mois d'avril, pour ceux qui connaissent bien le ciel, c'est le matin plutôt, c'est tôt le matin. Donc il faut veiller très tard pour le voir ou se lever très tôt, vers le 22 avril. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y aura pas de lune dans le ciel, donc le ciel sera noir. Et c'est un essaim où, typiquement, il y a entre 10 et 20 étoiles filantes à l'heure. Ce n'est pas une pluie d'étoiles filantes, mais c'est déjà bien par rapport à un soir ordinaire où on n'est pas forcé de voir une seule étoile filante. Un peu plus tard, il y a celui qu'on connaît tous, qui est celui des Perséides, là vers le 11-12 août. C'est à peu près la pleine lune cette année, donc les Perséides, on peut tirer une croix dessus cette année. Le ciel va être vraiment extrêmement lumineux, donc ça sera vraiment compliqué. Et puis, alors après en automne, il y en a pas mal d'autres, il y a les Orionides, tout ça. Mais il y a notamment l'essaim des Léonides. Les Léonides, je voulais finir par
par cet essaim pour les étoiles filantes, parce que lui, on a encore du mal à bien prévoir ce qui se passe, et puis il peut se passer des choses vraiment extraordinaires avec cet essaim. Donc le taux classique, c'est 20 étoiles filantes à l'heure. C'est pas mal, hein, 20 étoiles filantes à l'heure. Alors évidemment, c'est des trucs un peu normalisés avec le radian au zénith, tout ça, mais ça veut dire qu'en 1 heure, on doit voir quelques étoiles filantes obligatoirement. C'est ce qu'on devrait probablement avoir cette année avec les Léonides. On attendait une pluie de Léonides en 1999, hein, décidément, c'était l'année l'éclipse de soleil et d'une pluie de Léonides. Alors, je ne sais pas si vous avez vu les Léonides en 1999. J'étais vers Perpignan, pardon. Et il y avait, au moment du maximum, c'était un intervalle de temps très court, quelques minutes, il y avait à peu près 2 étoiles filantes par seconde, on a compté à peu près. Et c'est 2 étoiles filantes par seconde, quand vous multipliez par 3600, ça fait un pic de 7000 étoiles filantes à l'heure. Alors évidemment, il n'a pas duré 1 heure, donc on n'a pas vu 7000 étoiles filantes, mais il y en avait quand même, c'était quand même très impressionnant, quelques minutes, et c'était exactement comme les modèles des astronomes avaient prédit, croiser une veine de poussière de la comète, je ne sais plus comment elle s'appelle, Tempel-Tuttle, je crois, pile poil. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Et 1 an avant, en novembre 1998, rien n'était prévu. C'était 1 jour avant le pic classique. Et alors là, moi, c'est mon regret éternel. Il y a eu une pluie de bolides. Donc la Terre, elle a traversé une zone de gros débris de la comète qui n'était pas du tout modélisé, qui n'était pas du tout prévu. Et les gens qui racontent ça, c'était des trucs de la brillance de la pleine lune qui passaient sans arrêt dans le ciel. Et voilà. Donc vous voyez, les étoiles filantes, c'est à surveiller. On sait que les Léonides, le pic, il est autour du 17-19 novembre. On peut prévoir ça des années à l'avance. Mais ce qui va se passer au moment du pic, c'est toujours incertain. Et c'est ça qui est intéressant aussi là-dedans. Alors, pour finir avec les étoiles filantes, alors là, évidemment, j'ai mis... qu'est-ce que j'avais mis, je ne sais plus, à moitié prévisible ou pas prévisible du tout. Là, évidemment, c'était en 1833. Donc, ce n'était pas prévisible du tout parce qu'on ne savait pas que c'était des poussières de comètes. On ne savait pas qu'il y avait un lien entre les étoiles filantes et les comètes. C'était plutôt la deuxième moitié de ce siècle. Et quand je vous dis que cet essaim, il peut réserver des surprises, là, alors, ce n'était pas forcément très rigoureux, mais globalement, le consensus, c'est qu'il y avait à peu près 100 000 étoiles filantes à l'heure. 100 000 étoiles filantes à l'heure. Donc, alors les gens, je vous ai mis un texte qui n'est peut-être pas lisible. C'est un responsable de plantation aux États-Unis, en Louisiane, je crois. Voilà, donc vous pouvez lire. J'ouvris la porte et il est difficile de dire ce qui m'émue le plus, le caractère terrible de la scène ou les cris de détresse. La scène était terrible car jamais pluie n'était tombée aussi densément que ces météores vers la Terre. Donc même la pluie, il n'avait jamais vu de pluie aussi dense que ces météores. Ça, c'est... Voilà. Donc ça peut faire des choses extraordinaires. Parfait. Je regarde le temps. C'est la troisième partie. C'est des phénomènes prévisibles à quelques jours. Donc on est passé de millénaires à mois, à jours. Et j'ai mis « et encore », parce que des fois, c'est même prévisible à rien du tout. On se trompe en direct. Alors, ces phénomènes, j'ai envie de parler que de ça, puis Vincent m'a dit « Non, ton titre, c'est quand même, tu ne vas pas non plus déconner ». Et je ne regrette pas d'avoir parlé de tout ce que je vous ai montré avant, parce que vous voyez que c'est plein de phénomènes qui illuminent les nuits, et tous ces phénomènes-là, c'est extraordinaire. Puis on a des dates, on a des choses à voir, tout ça. Donc les phénomènes prévisibles à quelques jours.
Alors sur le Soleil, rebelote, on est de nouveau 2 jours. Des phénomènes prévisibles à quelques jours, c'est les taches solaires. Les taches solaires, ce n'est pas très prévisible. C'est le champ magnétique qui fait des siennes, qui plonge dans le Soleil, qui bloque la matière. La matière, elle se refroidit. Bon, vous connaissez un peu le principe des taches solaires. Donc ça, c'est une tache solaire. Des fois, la tache solaire, elle est tellement grosse qu'on peut la voir à l'œil nu. Et encore plus, des fois, ce n'est pas une tache solaire, mais c'est un paquet de taches solaires. C'est ce qu'on appelle un groupe de taches solaires. Ça, ce n'est pas très prévisible parce que les taches solaires, elles se créent le champ magnétique, hop, ils décident de faire une boucle ici, un peu alors qu'ils n'en faisaient pas avant. Les taches solaires, elles naissent, elles se développent, elles grandissent, elles arrivent à maturité, et puis après, ça retombe et ça disparaît. Ça peut être rapide, quelques jours, ça peut durer sur toute une rotation du Soleil, donc un peu moins d'1 mois, puis continuer à être visible sur la rotation d'après. Donc c'est des choses qui ne sont pas prévues et qui sont très spectaculaires. Donc pendant l'éclipse du 29 mars, il faut espérer qu'il y ait des belles taches. On est en maximum solaire, donc il y aura probablement des taches, et peut-être un joli groupe de taches. Donc quand c'est des gros groupes comme ça, on le voit vraiment, à moins d'être très myope comme moi, on le voit bien à l'œil nu. Voilà, je ne sais pas, c'est la taille facile, la taille de Jupiter, enfin au moins 10 fois la taille de la Terre. Ça. Le diamètre solaire, c'est 100 fois, donc on est même à plus que ça, je pense. Ce groupe de tâches-là, je ne l'ai pas pris au hasard, parce que j'ai de la suite dans les idées. C'est un groupe de tâches solaires du 9 mai 2024. Donc, voilà. En tout cas, indépendamment des aurores que vous avez vues avant, on peut observer les taches solaires. C'est très, très intéressant. Ça montre la rotation du Soleil, parce que de jour en jour, ça tourne avec le Soleil, mais ça évolue, ça peut évoluer, des tâches instables, ça peut évoluer en quelques heures, vous les voyez se déformer, ça peut aller très vite. Voilà. Et alors, ça c'est pour l'observation visuelle avec filtre solaire du Soleil. Donc, on disait, ces groupes de tâches, les tâches, c'est les lignes de champ magnétique, et quand il y a des groupes comme ça, il y a plein de lignes de champ qui plongent dans le Soleil, il y a des plus, des moins qui se côtoient, qui se chevauchent, qui se gênent, et des fois, tout ça, ça se reconnecte, ça passe, comme les aimants, bloom, ils s'attirent, ils se repoussent, etc. Et ça peut projeter de la matière, ça peut faire des explosions à la surface du Soleil. Alors ça, ces explosions, on est... ce qu'on appelle la lumière blanche, comme ça, quand on met un filtre solaire, c'est rare de les voir, mais si c'est très puissant, si c'est très violent, on voit des grains de lumière blanche à la surface du Soleil. C'est ce qu'avait vu Carrington en 1859, je suis en train de regarder ça, avec les plus puissantes aurores boréales, a priori, qu'on a vues sur Terre. Et c'est la première fois qu'on associait les deux, parce que Carrington... il observait le Soleil, il y avait un groupe de tâches un peu semblable à ça. Et dans ce groupe de tâches, il a vu des zones blanches très lumineuses qui ont duré, je ne sais pas, 10 minutes, 20 minutes, je ne sais pas, des zones très lumineuses. Et puis, un jour après, parce que là, ça envoyait vraiment un gros pétard, il y avait des aurores boréales jusqu'à l'équateur. Et donc, c'est la première fois que les astronomes commençaient à faire le lien entre Soleil et aurore boréale. Avant, ils ne savaient pas trop. Voilà, donc les satellites qu'on a maintenant, ils voient très bien ces explosions, notamment, alors ça couvre tout le spectre électromagnétique, le Soleil il émet dans tout le spectre électromagnétique, plus dans le visible, mais ça va jusqu'aux rayons gamma et jusqu'aux ondes radio. Donc ça, c'est classiquement l'explosion, les satellites, ils regardent ça dans les rayons X, c'est bien visible. Donc là, vous avez une explosion un groupe de taches solaires où il y a eu des reconnexions magnétiques, il y a eu des choses qui se sont passées, et puis ça fait un flash très brillant, on appelle un flare, hein, ou une éruption en français. Et cette image, donc ça on ne peut pas le voir, nous évidemment, on n'a pas des... Heureusement, on ne peut pas voir les rayons X sur Terre, parce qu'on serait mal si on se prenait tout ça dans la figure. C'est une image du 9 octobre 2024. Donc ce n'est pas la même date que l'image visible, mais c'est encore
pour vous amener à la suite. Alors, ce qu'on regarde suite à une explosion comme ça, c'est est-ce qu'il y a de la matière qui est envoyée dans l'espace. Ce n'est pas toujours le cas, des fois ça fait un énorme pétard et puis il n'y a rien qui part, ou alors ça retombe sur le Soleil. Voilà. Et donc il y a toujours les satellites qui permettent de suivre ça. Et là, vous voyez, il est équipé d'un coronographe, le satellite, donc il cache le disque du Soleil. Le disque du Soleil, il est représenté par le petit cercle, donc il cache même plus qu'il n'en faut. Et vous voyez s'il y a de la matière éjectée par le Soleil. Donc ça, c'est un film, il y a la date dessus, donc ça correspond à peu près à la première image du Soleil dans le visible. J'ai fait un mix à peu près de ce qu'a donné les aurores de mai et de ce qu'a donné les aurores d'octobre. Je ne sais pas si c'est pas forcément logique mon truc, mais c'est pour vous illustrer ce qui se passait sur le Soleil sur ces deux gros phénomènes. Et donc là, vous voyez très bien, ça, on a accès à ces images-là, on voit qu'il y a de la matière qui est éjectée et ça grandit comme une corolle, quoi, comme une fleur qui s'ouvre. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle une éjection full halo. Donc elle part en pleine face, elle part en plein vers la Terre. Et donc ça, c'est plutôt de bon augure. Ça veut dire qu'on va se prendre des particules ionisées, on va se prendre du plasma solaire en pleine poire. Et c'est ce qu'on veut quand on aime les aurores boréales. Voilà. Donc, à partir de ça, les astronomes ils modélisent. C'est un peu comme les étoiles filantes. Des fois, ils modélisent bien, des fois, pas bien. Donc, des fois, on est super déçu, puis des fois, on est super surpris. Et donc, toute cette matière, ça, donc, c'est la même matière qui est à la surface du Soleil. Donc, typiquement, c'est de l'hydrogène ionisé, on va dire. À la surface, c'est de l'hydrogène, le Soleil. Donc, ça veut dire que c'est des H+, et des électrons, donc ce qu'on appelle des protons et des électrons, qui partent vers la Terre. Le mécanisme, là, c'est une exclue. Une exclue, je ne sais pas, Vincent, il sort sans appareil photo. Non. C'est l'explication avec un dessin du phénomène qui donne une aurore boréale, de la BD qu'on est en train de finir chez Duno et qui va sortir au mois de juin. Donc vous voyez, il y a Scotch là, c'est encore en fabrication. Une éjection à la surface du Soleil peut parfois envoyer un flot de protons et d'électrons, on vient de le dire. Si ça part vers la Terre, ça rencontre le bouclier magnétique quelques jours plus tard. D'accord, le vent solaire, c'est quelques centaines de kilomètres par seconde, donc ça met quand même un certain temps. Plus l'éruption est violente, moins ça met de temps. Donc ça peut être moins de 20 heures, ça peut être 72 heures. Voilà. Le bouclier magnétique, il dévie la majorité des particules, mais il y en a une petite partie qui se fait piéger parce que, typiquement, vous avez les charges qui sont séparées par le bouclier magnétique. Vous avez le pôle plus et le pôle moins. Donc les protons ils partent d'un côté, les électrons ils partent de l'autre côté. Tout ça, ça se retrouve derrière. Comme il y a des charges séparées, ça fait une espèce de courant électrique. Et puis donc les charges, vous voyez, t'es là, viens, j'arrive. Voilà. Et puis des particules chargées en mouvement, si vous avez des souvenirs de physique lointains, quand il y a un champ magnétique, vous avez une force de Coulomb, vous avez le champ magnétique qui va attirer les particules chargées en mouvement, et là, oh là là, et les particules chargées, elles sont précipitées vers la Terre. J'ai perdu mon truc. Par les lignes de champ magnétique qui se concentrent autour des pôles. D'accord, ils se concentrent autour des pôles, les lignes de champ. Ça plonge là, donc c'est plutôt sur ce qu'on appelle l'ovale auroral, donc aux hautes latitudes nord et sud, que ces particules solaires vont taper l'atmosphère. Et quand elles tapent l'atmosphère, paf, bing, ça va ioniser les atomes de l'air à des altitudes typiquement entre 100 et 200 km, même au-dessus.
Et ces molécules d'azote et puis ces atomes d'oxygène, quand ils retrouvent leur état désexcité, ils émettent de la lumière en même temps. Donc on a une aurore boréale qui se crée de cette manière. Voilà, donc le mécanisme d'une aurore boréale, c'est ça. Cette matière que vous avez vue avec le coronographe de SOHO, là, qui arrive vers la Terre, elle va être en majorité déviée par le bouclier magnétique terrestre. Il y a un petit peu qui va rentrer par l'arrière, et puis ça va être reprécipité le long des lignes de champ magnétique. Ça va interagir avec les atomes de la haute atmosphère, et ça va faire une aurore boréale. Alors, je vous ai dit que c'est haute latitude, mais si ça tape très fort, les lignes de champ magnétique, elles se répartissent sur des plus grandes zones, elles dépassent largement l'ovale auroral, elles s'étalent, et ça peut descendre, je vous avais dit, jusqu'à l'équateur pour les phénomènes les plus violents. Donc des aurores, on en voit en France depuis toujours, hein, et on en relate depuis toujours. Alors là, je vous ai mis un pavé de texte, c'est marrant, ça c'est un registre paroissial d'une paroisse dans le Loiret, c'est mon département d'enfance, Ferrières-en-Gâtinais, je ne connaissais pas, mais en 1726, en 1726, le 19 octobre à 6 h du soir, il faisait très noir, hein, et à 7h30, il parut depuis l'endroit où s'étoit couché le soleil, donc à l'ouest, une espèce d'arc-en-ciel qui se terminoit, où la Lune, deux voies, bon, ils sont pénibles avec leur voie, dans son temps se levait. Donc ça veut dire que la Lune, elle devait se lever à l'est, le Soleil, il se couchait à l'ouest, donc ça veut dire qu'il y avait un arc-en-ciel qui traversait tout le ciel, donc c'est quand même déjà pas mal. Et c'était que le début, parce qu'à 9 h, on vit l'hémisphère nord, tout rempli de flammes et tout le ciel en feu. Et bon, bah là, ça part en vrille. Hein. Dans bien des paroisses, ils ont sorti tout le tralala de l'église et tout ça. Je vous passe la fin. Et ça casse. Ces messieurs de l'Observatoire n'ont rien dit. Bah ouais, ces messieurs de l'Observatoire, en 1726, ils ne savaient pas, en 1726, ils ne savaient pas du tout hein, le lien avec les éruptions solaires. Hein. C'était plus d'un siècle plus tard avec Carrington où on commençait à avoir une petite idée. Donc voilà, il y en a depuis très longtemps en France et ça fait des très beaux spectacles et à l'époque très impressionnant bien sûr, donc fin du monde et compagnie. Cette gravure aussi, je la trouve très chouette. Alors c'est un peu plus récent, hein, c'est fin 19e à Paris où Paris était encore sans pollution lumineuse. Alors vous voyez l'échelle, elle prend, je n'arrive pas trop à reconnaître les constellations, mais ça prend tout le ciel, quoi. Donc quelque chose d'invraisemblable. Et il y en a en gros plusieurs par maximum solaire, donc tous les 11 ans, il y en a plusieurs. Alors là, on a dit tout à l'heure, on est en plein maximum solaire. On ne sait pas si on y est en plein, si on est au milieu, si on est en train de le passer. On sait vraiment, une fois qu'on a passé le maximum, rétrospectivement, on voit le pic et on sait qu'on l'a passé. Mais là, les gens qui disent on a déjà passé, on ne sait pas en vrai. Voilà. En tout cas, depuis 2023, on est en plus forte activité solaire. Et donc, il y a des aurores visibles à l'œil nu. En 2023, je pense qu'il y en a eu 3 faiblement visibles à l'œil nu. Alors ça, c'est c'était la deuxième, je pense, de 2023, que j'étais allé dans le Perche. Donc, moi, je suis en région parisienne, donc pour bien voir les aurores, il faut quand même faire un peu de voiture. Et bon, je ne peux pas trop... Je vois l'heure, bon, j'ai 10 minutes, mais ça va passer à peu près. En fait, c'était prévu le samedi soir, l'impact avec la Terre. J'avais veillé comme un fou toute la nuit de samedi à dimanche. Et puis, rien du tout. Donc, le dimanche soir, j'étais complètement crevé. J'avais rangé le matériel, voilà, le réservoir d'essence de la voiture vide et tout. Et puis, mon appli d'alerte, le dimanche soir, où j'étais dans le canapé à
à moitié endormie, et elle se met à vibrer là, à 10h30, et elle me dit « Impact ». Je vous montrerai les applis juste à la fin. Et j'ai hésité, et puis finalement, je me suis décidé, j'ai remis le matériel, j'ai repris les habits, j'ai refait le plein de la voiture, j'ai refait mon heure et demie de voiture et tout. J'ai posé le matos, et je ne vous mens pas, je sais pas, un quart d'heure après, il y avait ça dans le ciel, quoi. Donc c'était vraiment chouette. Donc les aurores, c'est ça, c'est vraiment des surprises. Et il y a eu 2 aurores visibles à l'œil nu cette nuit-là, vraiment chouettes. Elles n'ont pas duré longtemps, mais vraiment très chouettes. Alors, plus célèbre, en 2024, il y en a eu 2 grosses. Donc, je vous ai un peu titillé là, avec les taches solaires, les explosions et tout qui correspondaient à ces dates-là. Il y a eu le 10 mai, où il y a eu des belles aurores. Donc, l'aurore du 10 mai, ça, la nuit tombait assez tard. Et c'était vraiment typique, ce qu'on appelle l'aurore boréale, hein, une lumière, une lueur du jour au nord, c'était exactement ça, c'est-à-dire la nuit tombait, et au nord, il y avait le ciel qui devenait de plus en plus clair. Et à l'œil nu, c'était blanc, en ce qui concerne la majorité des gens, une clarté blanche, comme si le soleil était en train de remonter sous l'horizon nord. Et bien sûr, le soleil ne remonte pas sous l'horizon, et c'était l'aurore qui était en train de se développer, c'est ce qu'on appelle la phase de croissance. Elle est en train de se charger, l'aurore. Et en général, ça n'en reste pas là. Donc on croisait les doigts pour que ça n'en reste pas là. On suivait ça avec un ami, lui, qui allait un peu plus loin. Donc c'était entre 11h et minuit. On s'est dit, pourvu que ça ne reste pas là, parce que des fois, ça en reste là, puis ça s'éteint. Et peu après minuit, après la phase de croissance, il y a eu ce qu'on appelle la phase d'expansion. Donc là, l'aurore, elle explose. Bon, c'est l'histoire de sous-orage magnétique là, dans le bouclier terrestre. C'est un peu compliqué, mais du coup, il y a plus de particules qui partent vers la Terre. Et là, ça pète vraiment. Et donc, là, il y avait vraiment, sur cette aurore du 10 mai, des stries. Donc ça, c'est vraiment les lignes de champ magnétique terrestre qui sont matérialisées par l'ionisation des atomes d'oxygène sur le trajet là, des électrons qui tombent. Donc c'est vraiment extraordinaire, c'était vraiment une aurore extraordinaire. L'oxygène ionisé, il est vert à basse altitude et il est rouge à haute altitude. Donc on a ces deux. Alors là, c'est bien parce que c'est ce qu'on disait au début avec Vincent. Le projecteur, il ne laisse rien passer du rouge. Donc moi, sur mon écran, il y a plein de rouge et là, il n'y en a pas, pour ainsi dire. Donc c'est la vision œil nu en fait, parce que l'appareil photo, mon appareil photo là qui est partiellement défiltré, il capte bien le rouge, l'œil il capte très mal. Donc c'est la vision œil nu avec des piliers un peu incolores, très peu de rouge, du vert. Le vert franchement c'était blanc lumineux quoi, hein, objectivement. Voilà, cette phase d'expansion, elle a duré jusqu'à 1h du matin. Ça s'étendait, c'était incroyable. Ouais, à un moment, j'ai cru que cette zone, vous voyez, cette zone sans aurore, là, à droite de l'image, cette zone de ciel, les étoiles, je ne les voyais pas bien à l'œil nu. Je croyais que c'était un nuage, je croyais que tout ça, c'était le ciel qui était clair, et je croyais qu'il y avait un nuage sombre, mais en fait, pas du tout. C'était le ciel qui était juste sans aurore à ce niveau-là, et tout le reste était couvert d'aurore. C'était vraiment très impressionnant. C'est sur les bords de Loire, à 47 degrés de latitude, donc pas très haut. Je pense que Dijon est un peu plus haut que ça, j'imagine. Pardon ? 47 aussi, ok, parfait. Une petite dernière. Il y avait pas mal de... Ah ouais, c'est marrant, parce que ça rend bien en enlevant le rouge. On voit la lumière bleue, qui n'est pas du tout classique dans les aurores, même à haute latitude. Si vous allez en Laponie, on voit plein d'aurores, mais rarement avec des tempêtes géomagnétiques aussi puissantes que celle du 10 mai. Et donc, là, il y avait de l'azote ionisé qui faisait des couleurs bleues, et ça, c'est très, très inhabituel. Des couleurs bleues, en Laponie, on n'en voit, pour ainsi dire, jamais. Donc, c'était vraiment une aurore extraordinaire. J'espère que vous l'avez vu, il faisait beau un peu partout en France. Et pour espérer que ça se reproduise. Je me trompe de sens.
toujours cette même aurore du 10 mai, en fonction de la latitude, c'est amusant parce que, alors ça c'est à 49 degrés de latitude, mon copain avec qui on a photographié les aurores et les comètes, on s'était séparés pour le coup, lui il était un peu au nord-ouest de Paris, à Vernon, il me dit j'ai l'aurore au-dessus de la tête, alors moi je ne le disais pas du tout, et on avait 2 degrés d'écart de latitude, et 2 degrés d'écart de latitude, l'aurore elle est à, on va dire, pour faire simple, 100 km d'altitude. Donc quand vous reculez 200 km du nord au sud, bah, vous voyez la trigo, l'aurore elle passe du zénith à 45 degrés vite fait. Et quand vous êtes dans le sud de la France, ça descend encore plus. Et donc ça c'est à Alès à 44 degrés. Donc la vision du nord au sud sur une aurore, sur une belle aurore en France, ça varie vraiment fortement. L'aurore du 10 octobre, c'était exactement 5 mois, pile poil après celle du 10 mai. Il y a eu de nouveau une tempête géomagnétique moins puissante. Pour les spécialistes, c'était KP8+, et contre KP9, donc moins puissante, mais avec des plus belles couleurs. Je sais pas si vous... Alors là, la météo, c'était autant l'aurore du 10 mai, il faisait beau partout, autant celle du 10 octobre, c'était vraiment la cata. Donc moi, j'ai hésité... Je suis allé en Bretagne, il y avait beaucoup de routes, c'était bien long, puis il y a eu un ciel... Alors je n'osais pas raconter l'anecdote, mais j'ai envie de la raconter quand même, parce que... Voilà. Donc il y avait beaucoup de routes, donc arrivé avant le village là, qui s'appelle Saint-Cado, j'avais vraiment une envie pressante, et donc je me suis arrêté dans un petit hameau, j'étais à, je sais pas, 5 km de l'arrivée, je me suis arrêté dans un petit hameau sur le bas-côté, et puis... en me garant dans le bas-côté, la voiture, elle fait... parce qu'il y avait un fossé caché dans les herbes. Et quand j'ai eu du mal à ouvrir la porte, et le pneu arrière gauche, il était au moins à la hauteur de la table, au-dessus du sol. Et là, j'ai dit, purée, catastrophe. Et il y a un gars sympa du hameau qui m'a... Après, alors il y en avait un premier, il avait mal au dos, le deuxième, il ne comprenait pas, enfin, je peux parler clairement. Tout le monde, courage fuyant. Et puis il y a un jeune qui m'a accroché une grosse corde avec sa camionnette, qui a tiré la voiture. Il m'a dit, vous êtes sûr? Je dis, ouais, alors, sinon moi j'y vais à pied, je finis mon truc à pied, mais je ne veux pas louper mon aurore. On ne savait pas encore si on aurait une ou pas, mais voilà. Et il a tiré fort et la voiture est sortie du fossé. Et donc je me suis installé un sac à dos, là, et voilà, et donc il y avait une belle aurore. Bon, c'est pas forcément très intéressant, hein, mais ça m'a marqué. Alors voilà, c'est les petits trucs. Plutôt que de dire le cliché comme ci, comme ça, je vous raconte la pause pipi, mais vous couperez la partie. Et là, les couleurs étaient bien prononcées à l'œil nu. Elle était plus faible, elle était moins contrastée que l'aurore du 10 mai. Et curieusement, c'est les mécanismes des aurores, même les chercheurs spécialistes des aurores, hein, j'en côtoie en ce moment, et ils disent bon, les aurores, on ne comprend rien. Voilà, c'est OK. Donc il y avait vraiment là, le vert, pour le coup, le vert à l'horizon, c'était un vert pomme clair, une pomme vert clair, vraiment bien visible pour le coup. Et le rouge, c'était un rouge sang, mais vraiment un rouge sang. J'oublie toujours. Oui, ouais, ça, on voit un peu. Ouais, voilà, mais c'était un peu comme ça. Hein. Alors, ouais. Donc très coloré. Donc voilà les deux aurores de 2024. Plusieurs salves, souvent les aurores, elles tapent en plusieurs fois. Donc si vous voyez une première salve de lumière, il ne faut pas aller vous coucher, vous attendez, parce qu'il y en aura sûrement une deuxième, voire une troisième, etc. Donc là, il n'y avait pas d'azote, vous voyez, il y avait de l'oxygène à haute altitude rouge et puis à plus basse altitude vert, donc quelque chose de plus classique, de moins monstrueux que le 10 mai, mais extraordinaire pour les couleurs. Donc pour la suite, ce que je vous disais, je vois que j'ai fait 1 heure de temps là, donc je vais commencer à... Il me reste 2 diapos. Donc voilà, les cycles solaires, là, l'enregistrement du nombre de taches solaires par cycle. Donc là, on est dans le cycle 25. Vous voyez, ce n'est pas prévisible, comme à peu près tout en astro. Donc les scientifiques avaient prévu un maximum calme. On est déjà en train de partir bien au-dessus du maximum. Et tant qu'il n'est pas fini, on ne sait pas quand et comment ça va redescendre. Et souvent, notamment, vous voyez, c'est un peu en dos
C'est qui a deux bosses, le dromadaire. Un d'autres dromadaires. Il y a un hémisphère qui se fait un maximum, l'hémisphère nord au sud, et puis ça se calme un peu. Puis il y a l'autre hémisphère qui se fait son solaire, qui se fait son maximum en décalé, et donc ça étale un peu. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas dire que le maximum solaire il est passé et que ça va redescendre. Ça ne peut pas redescendre là tout de suite aussi vite. On en a encore pour, je pense, au moins 2026, donc 2025-2026. Et si c'est un beau maximum, 2027 peut-être, enfin vous voyez, on en a pour quelques années encore à surveiller les aurores. Et on arrive à la meilleure saison, là, alors mars-avril, c'est au moment des équinoxes, l'orientation du bouclier magnétique de la Terre par rapport au Soleil, c'est là que les particules solaires entrent le plus facilement. Donc il faut croiser les doigts, mais vous voyez, c'était en mai, la dernière, très très grosse. On n'était plus vraiment à l'équinoxe et ça peut très bien rentrer quand même. Donc ça serait bien, là on est à la pleine lune, ça serait bien que d'ici début mai, il se passe quelque chose. Sinon, à l'automne prochain, et puis voilà, il faut surveiller ça. Si vous voulez surveiller ça, vous avez des applis, donc ce que je vous disais, la fameuse appli qui vous sort de votre torpeur au moment où vous vous apprêtez à vous endormir. Space Weather Live, elle est très bien. Donc, et bip quand il y a une arrivée d'éjection de masse coronale, donc une arrivée de particules, au niveau d'un satellite qui s'appelle Discover. Et donc ça, c'est intéressant parce que le satellite, il est à un point de Lagrange, il est entre la Terre et le Soleil. Donc il prend les particules, grosso modo, une heure avant que ça arrive. Alors une heure, c'est long et c'est court. Quand il faut faire 1h30 de voiture et préparer le matériel, c'est court. Mais voilà, et surtout, ce que ça vous dit des paramètres, je ne vais pas décrire tout ça là, mais ça vous donne un peu l'intensité de la bouffée de plasma qui arrive. Donc on voit l'intensité du champ magnétique interplanétaire. Là, par exemple, typiquement, ce n'est pas folichon. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Après, on peut suivre sur cette même appli comment réagissent les magnétomètres sur Terre. Là, on voit vraiment ce qui est en train de se passer. Et quand le magnétomètre, alors il y a en Suède, là, à Kiruna, il est bien parce que il y a un petit décalage en longitude, mais pas tant que ça. Donc si lui, il part dans le rouge comme ça, il faut sortir vite, parce que c'est qu'il y a probablement dans le rouge comme ça, vous voyez, K8, K9, on parlait des KP, alors là encore, on n'a pas trop le temps de... Il faudra que je fasse une conf spéciale, rien que sur les aurores, mais voilà, c'est vous voyez, c'est des affaiblissements de champ magnétique en nanotesla. Alors, les nanotesla, ce n'est pas beaucoup, mais ça suffit à faire des grosses perturbations dans le champ magnétique terrestre. Voilà. Et donc, ça, c'était, je crois me souvenir, c'était ce qui s'est passé la nuit du 10 au 11 octobre 2024, où il y a eu ces belles grandes aurores visibles en France. Et puis, le truc classique, c'est de mettre une alerte avec l'indice KP. Ça, l'indice KP, il faut faire attention parce qu'il moyenne, comme son nom l'indique, planetary, il moyenne la perturbation sur toute la Terre et sur 3 heures de temps. Donc, en général, il vous fait une alerte. Le truc là, il est déjà descendu depuis, ça se trouve, 1 heure ou 2. Donc, il faut mieux faire attention à ça. Mais voilà, bon, on pourra reparler de tout ça. Je prépare un truc là-dessus, je ne peux pas trop vous en parler, mais je vous dirai. Et puis, si vraiment vous ne voulez pas sortir de chez vous et vous trouvez les aurores jolies, vous avez, c'est ma dernière diapo, vous avez possibilité de voir ce qui se passe dans le Grand Nord avec des caméras All Sky qui sont faites pour suivre. Alors, c'est pas du live, c'est une image toutes les secondes, toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, ça dépend quelle caméra vous prenez. Il y en a au nord de la Norvège. Il y en a une en Suède, là, donc Kiruna, comme on disait. Donc c'est intéressant, ça permet dans son canapé de voir ce qui se passe dans le Grand Nord. Et là, vous voyez, c'était la première aurore de cette année. C'était le 1er janvier, ça n'a pas perdu de temps. En début de nuit, 17h30 TU, ça fait 18h30 heure locale. Vous voyez que l'aurore, elle n'est pas au nord, elle n'est pas au-dessus, elle est complètement au sud. D'accord ? Donc si l'aurore elle est complètement au sud, mais vraiment, limite,
elle finit sous l'horizon là. Donc ça veut dire que si vous voyez ça, c'est pareil, il faut sortir vite. Et cette aurore-là, c'était la première aurore de 2025. Moi, j'étais dans le sud de la France, j'étais dans le Var, donc c'est bas en latitude, j'arrive plus à accrocher mon truc. Et c'était bas en latitude, mais elle est montée au-dessus de la Grande Ourse. Vous voyez ? Donc ça a fait un truc, et c'est synchronisé. J'ai fait exprès parce que là, il y a une banque de données où on peut aller piocher les images. C'est à la minute près. Là, vous êtes à je ne sais pas combien de latitude, vous êtes au niveau du cercle polaire plus ou moins. Là, à 43 degrés de latitude. Donc c'est la même aurore vue par le nord en Suède et vue par le sud en France. C'est marrant. Donc on peut faire des trucs comme ça aussi, recorréler ces photos d'aurore avec ce qui se passe. Voilà. Voilà, donc j'ai fini mon tour des phénomènes qui illuminent notre ciel, donc avec des éclipses, c'est sûr, des essaims d'étoiles filantes, c'est sûr, des comètes, c'est pas sûr, mais il faut croiser les doigts, et des aurores boréales, c'est presque sûr, mais quand comment, on ne sait pas encore. Voilà, et puis la pub, j'ai le droit ? Oui. Voilà. Donc des bouquins, 2-3 bouquins que j'ai faits. À la découverte du ciel, c'est pour les observateurs. Il y a des conseils d'observation, pas que débutants. Hein. Il y a des dessins d'observateurs chevronnés qui montrent ce qu'on voit dans un télescope. Il y a des conseils pour régler son télescope. Il y a des petits trucs simples pour voir aux jumelles, tout ça. C'est pour l'observateur. Ça, sans une merveille du ciel, c'est plus pour le contemplateur qui est dans son canapé, hein, où on apprend un peu des merveilles, mais là, c'est pas pour observer. Et puis, astronomie, comme vous ne l'avez jamais vu, c'est pas moi qui ai choisi ce titre prétentieux. C'est un peu un mélange des deux. Il y a de l'observation et comprendre et s'étonner un peu si on veut. Et l'exclu, là où je vous ai sorti le petit dessin du mécanisme des aurores boréales, ce qui était en cours, hein, c'est un truc qui n'est pas finalisé, c'est encore en relecture et tout ça, donc il y a des choses qui peuvent bouger. C'est la BD qu'on va sortir avec Duno, c'est pas marqué, avec un dessinateur qui s'appelle Sylvain Rivaud, qui est un super dessinateur et qui est un astronome amateur chevronné. Donc c'est vraiment agréable de travailler avec lui parce qu'il connaît vraiment, vraiment à fond le sujet. Et donc on a fait un groupe de gens qui vont aller jusque dans les Pyrénées, qui font des étapes et qui, à chaque étape, découvrent le ciel. Ils sont avec une astrophysicienne dans le groupe, là, qui a les lunettes, là, qui s'appelle Sarah. Et donc, elle leur explique des tas de choses, ils posent des tas de questions, ils rencontrent des gens. Il y a des tas de choses qui se passent, des étoiles filantes, voilà, elle leur explique l'univers, elle leur explique les trous noirs, le Big Bang et tout ça, des tas de... Donc ça sera votre lecture de l'été, j'espère. J'espère. Voilà, j'ai débordé. Donc j'avais dit à Vincent que je déborderais pas, et puis j'ai débordé. Merci beaucoup.